Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant une classe verte à la mer, Jonathan Coulon, 10 ans, s'est volatilisé dans la nuit du 6 au 7 avril 2004. C'était dans un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Le corps de l'enfant a été retrouvé plus d'un mois plus tard dans un petit étang de la commune de Guérande. Cette affaire a connu un développement majeur cette année en janvier avec la mise en examen par la justice française d'un tueur en série allemand. Cet épisode de Code Source est raconté par Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, vous couvrez les faits divers au Parisien depuis 17 ans et justement, celui que vous allez nous raconter aujourd'hui remonte à vos débuts au journal et c'est l'un de ceux qui vous a le plus marqué. Oui, bien sûr. Disparition de Jonathan en 2004 reste pour moi une affaire extrêmement marquante. Comme vous l'avez dit, je débutais dans cette matière. Je ne vais pas dire que ça m'a obsédé, mais j'ai fait énormément de reportages sur cette affaire en France, à l'étranger. Et vraiment, je me disais, j'espère que je terminerai ce métier en sachant ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Jonathan. En Loire-Atlantique, en 2004, dans la nuit du 6 au 7 avril, dans le dortoir d'un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, un enfant disparaît. Jonathan est en classe de mer. Ils sont dans un centre à Saint-Brévin. C'est assez joli. On n'est pas très loin de l'embouchure de la Loire. Il s'est couché ce soir-là avec les 4 autres camarades de son école, dans son dortoir. Et il y a des rondes qui se font le soir, classiquement. Et le matin, les enfants se réveillent et le lit de Jonathan est vide. Donc immédiatement, une enquête est ouverte car c'est évidemment pas normal. Pourtant, il y a encore ses affaires sur place. Oui, il y a ses affaires. Donc on sait qu'il a quitté les lieux en pyjama, pieds nus. Donc ce qui renforce le caractère anormal de cette disparition. Il fait froid, on est en pleine nuit et on a un enfant qui est juste en pyjama, pieds nus dans la nature. Un petit garçon de 10 ans disparu depuis 36 heures à Saint-Brévin-les-Pins où il participait à un camp de mer. La gendarmerie a déployé d'importants moyens pour le retrouver. Jonathan Coulon a 10 ans et demi. Comme tous ses camarades de CM1, il est originaire d'Orval, dans le Cher, à 400 km de là. Ses parents sont prévenus, ils vont rapidement venir à Saint-Brévin-les-Pins pour participer aux recherches. Et il se trouve que le matin même de sa disparition, ils ont reçu une lettre de lui. Oui, comme on l'a sans doute tous fait quand on est en classe de mer, classe de neige, on envoie une lettre à ses parents, donc il raconte ce qu'il fait, il a fait du char à voile, du cerf-volant, il raconte qu'il a visité un sous-marin, mais il dit aussi qu'il a joué avec des grands, des grands sans doute de la colonie de 16, 17, 18 ans. Les enquêteurs vont chercher à savoir qui peuvent être ces grands. Oui, bien sûr, parce que faut évidemment exploiter toutes les pistes. On peut penser que ce sont les animateurs, parce que les animateurs sont forcément plus âgés. Et d'une manière générale, il va y avoir énormément d'auditions qui vont être faites pendant toute l'enquête et surtout au départ. Donc voilà, tous les adultes qui encadraient la colonie ont évidemment été entendus. À quoi ressemble Jonathan Coulon ? C'est un petit garçon au regard espiègle, souriant, des cheveux courts, un garçon de 10 ans, très attachant évidemment. D'importants moyens sont déployés sur le terrain pour essayer de le retrouver. Il y a des battues, des recherches, beaucoup de gendarmes qui sont mobilisés, du porte-à-porte. C'est une zone où il y a beaucoup de résidences secondaires et qui sont inoccupées à cette époque-là de l'année. Donc ça complique aussi un petit peu la tâche des gendarmes parce qu'il y a à la fois pas forcément beaucoup de témoins et aussi beaucoup de maisons isolées qui peuvent potentiellement être autant de caches potentiels pour un kidnappeur. Le père de Jonathan parle à la télé. Les parents se rendent sur place, ils participent aux recherches et son père s'exprime en lançant un appel à l'aide. Les enfants, les adultes, tout le monde, cherchez-le, aidez-nous. C'est que les gens, faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est le seul moyen de le réconforter. C'est évidemment l'appel à l'aide d'un père meurtri et angoissé. Vous, Timothée Boutry, vous allez à Orval, dans le Cher, où tous les autres enfants rentrent chez eux un jour plus tôt que prévu. Oui, c'est une image que je n'oublierai pas, évidemment, de ce car scolaire qui rentre le soir venu. Les parents d'élèves sont là, attendent. Évidemment, tout le monde sait qu'il y a un enfant en moins, donc c'est une ambiance extrêmement pesante dans ce village. Et on sait bien que on est parti dans autre chose et que on est dans une enquête gravissime. Vous rencontrez la grand-mère de Jonathan à ce moment-là.
Très rapidement, avec mon collègue photographe, on rencontre les grands-parents de Jonathan, les grands-parents maternels, qui sont évidemment, comme on peut l'être dans des circonstances comme celle-ci, très angoissés, mais en même temps plein d'espoir. Voilà, on est au lendemain de la disparition, donc il y a évidemment très peu d'éléments. Donc voilà, il me parle surtout de lui, il me raconte ses passions, le foot, l'astronomie, il me décrive sa personnalité, qu'il est timide, que c'est un garçon sensible. Évidemment, tout le monde espère qu'on le retrouve vivant très très vite. Dans les premiers jours suivant la disparition de Jonathan, les enquêteurs recherchent son père biologique. Oui, parce qu'en fait, le père biologique de Jonathan ne l'a jamais reconnu. Il a été élevé par sa mère et par son beau-père, qui est en fait son père, parce qu'il l'a reconnu. Donc voilà, évidemment, ça fait partie des pistes naturelles, si je puis dire, de l'enquête. Mais cet homme va être retrouvé et il n'a absolument aucun lien avec la disparition de l'enfant. Il est mineur de code. Totalement, oui. Le corps du petit garçon est finalement retrouvé le mois suivant, le 19 mai, à 35 km du centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins, à Guérande. Oui, le corps est retrouvé dans un étang privé, en fait, qui jouxte un ancien manoir qui a été reconverti en différents appartements. Le lieu de la découverte du corps de petite taille dans cette pièce d'eau. Nous sommes dans l'enceinte d'un ancien couvent, à 2 pas de la cité médiévale de Guérande. Les gendarmes ont été alertés hier soir. Il y a 1 mois, les locataires des lieux avaient remarqué quelque chose de bizarre qui flottait au milieu de l'étang. Et donc le corps de Jonathan est immergé dans l'eau, il est entravé par des liens, une cordelette, et il est surtout lesté d'un parpaing. Mais finalement le corps était remonté à la surface et c'est comme ça qu'il a pu être découvert par des voisins. Timothée Boutry, dès les débuts de l'enquête, des policiers allemands contactent les enquêteurs français. En Allemagne, les policiers allemands sont à la recherche de celui qu'ils appellent l'homme en noir. C'est un prédateur sexuel qui s'en prend à des jeunes garçons prépubères, donc de l'âge de Jonathan, et il s'introduit dans des lieux clos, colonies de vacances, centres aérés, et il commet des agressions sexuelles ou des meurtres. On lui impute notamment 3 homicides. Et la particularité, c'est que quand les corps sont retrouvés, ils ne sont pas à l'endroit où ils ont été kidnappés, un peu comme Jonathan. On constate des similitudes aussi dans la manière d'entraver certaines de ses victimes et aussi dans la mort des enfants qui est liée à une suffocation. Donc ça fait énormément de similitudes et donc très vite, évidemment, les enquêteurs allemands qui sont à la recherche de ce suspect sont intéressés par ce qui s'est passé à Saint-Brévin. Mais les enquêteurs français ne semblent pas y croire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une regrettable erreur dès le début de l'enquête sur la datation de la mort et de l'immersion de Jonathan. L'expert entomologiste, c'est-à-dire celui qui étudie les insectes et larves sur le corps de la victime pour pouvoir dater la mort, vont en fait faire une erreur puisqu'ils vont considérer au départ que l'immersion de Jonathan dans l'eau s'est faite 1 mois après son enlèvement. Donc évidemment, c'est la piste locale qui est privilégiée puisque un agresseur qui est capable de conserver chez lui la dépouille d'un enfant pendant 1 mois, voilà, c'est pas un routard du crime, c'est forcément quelqu'un du coin. Donc la piste allemande, évidemment, elle est troublante, mais voilà, elle se confronte à cette réalité de police technique et scientifique. Et pour les enquêteurs, il fallait être du coin pour connaître l'existence de cet étang. L'étang n'est pas visible de la route en fait. Il y a un grand mur de briques qui le cache au vu au sud des gens qui passent sur la route. Donc si on ne le connaît pas, on ne sait pas forcément qu'il y a un étang qui est là. Et donc la position de cet étang renforce l'hypothèse de la piste locale puisqu'il n'est pas forcément connu. Timothée Boutry, malgré les efforts déployés par les enquêteurs, pendant des années, il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans cette affaire. Mais en 2011, le 25 avril, les policiers allemands arrêtent celui qu'ils pensent être l'homme en noir, le tueur en série qu'ils recherchaient. Il s'appelle Martin Ney. Qui est-il ? Alors Martin Ney, c'est un ancien éducateur pour enfants qui est originaire du nord de l'Allemagne et très vite il reconnaît en fait être l'auteur des 3 meurtres qu'on lui impute et il reconnaît aussi être l'auteur de nombreuses agressions sexuelles. On l'interroge très vite sur Jonathan, mais il nie totalement sa responsabilité, il dit qu'il n'a absolument rien à voir avec la disparition de Jonathan à Saint-Brévin. L'année suivante, Martin Ney est condamné par la justice allemande à la perpétuité pour les meurtres de ces 3 jeunes garçons en Allemagne. En janvier 2017, l'un de ses codétenus, qu'on appellera Marcus, parle aux enquêteurs allemands. Pourquoi et que dit-il ? En fait, Marcus a fréquenté le même centre pénitentiaire que Martin Ney.
Marcus a eu des soucis dans sa détention et Martinet l'a un peu protégé. Donc ils se sont mis à parler. Une relation de confiance s'est instaurée entre eux. Et Marcus raconte qu'à un moment donné, Martinet lui a dit qu'il avait abusé d'un garçon en France et qu'il l'avait tué. Marcus détaille son mode opératoire. Selon lui, Martinet raconte qu'il roulait au hasard avec sa voiture, mais en envisageant la possibilité d'abuser d'un enfant. Pendant qu'il roulait, soit ce désir retombait, soit il augmentait, et dans ce cas-là, il se dirigeait vers une colonie de vacances ou un centre de classe verte où il savait qu'il pourrait y trouver des garçons endormis. Après s'être garé, il prenait ensuite dans son coffre un masque et des gants qu'il emmenait toujours avec lui, et il entrait discrètement dans le bâtiment. Timothée Boutry, Marcus donne d'autres éléments aux enquêteurs. Alors il dit que il s'en prend à ses enfants et que il devient violent et agressif si ceux-ci lui résistent en fait. Et que voilà, c'est à partir de ce moment-là que ça peut basculer dans quelque chose d'autre qu'une agression sexuelle qui est sa motivation première aussi. Et il décrit un homme très cynique et qui est aussi soucieux de sa postérité en disant est-ce qu'on se souviendra de moi comme d'un grand criminel dans l'histoire allemande en fait. Près d'un mois plus tard, le 22 février, Marcus est à nouveau interrogé par des policiers de la cellule d'enquête dédiée au crime de Martinet. Oui, en fait, il poursuit ses premières explications parce que d'emblée, il parle de cet épisode qui serait arrivé en France. Et donc là, il continue, il dit il m'a reparlé de cet épisode en France et il m'a dit qu'il avait refusé de parler à un policier français qui était venu l'interroger. Ça, c'est exact d'ailleurs, parce qu'à plusieurs reprises, des enquêteurs français et juges d'instruction se sont rendus en Allemagne pour interroger Martinet. À chaque fois, il a refusé. Et il y a une espèce de jouissance de ne pas avoir parlé aux enquêteurs en disant j'aurais pu leur dire des choses, mais je ne l'ai pas fait. Il explique aussi que Martinet lui aurait fait des confessions sur des meurtres qu'il aurait commis en Belgique, aux Pays-Bas et aussi en Amérique du Sud. Alors ça, c'est intéressant parce que, en fait, Martinet a effectué de nombreux séjours en Amérique du Sud. Pour les enquêteurs allemands, ça compte de voir que Marcus dévoile quelque chose qui n'était pas forcément su. Donc ça donne du poids à son témoignage, évidemment. Au mois de mai, toujours en 2017, il demande une nouvelle fois à parler aux enquêteurs allemands et il précise qu'il a des choses importantes à leur dire. Oui, en fait, cette audition va être décisive dans l'enquête sur la disparition et la mort de Jonathan. Parce qu'en fait, Marcus envoie d'abord un courrier en disant voilà, des souvenirs me sont revenus sur les confidences de Martinet, et notamment qu'il s'était étonné de ne pas avoir été arrêté plus tôt, parce qu'il lui aurait expliqué avoir oublié des éléments qui le relient directement à ce crime sur place, notamment qu'il aurait perdu un sac avec des documents personnels à l'intérieur, et aussi qu'un témoin l'aurait aperçu sur place au moment des faits. Voilà, il dit mais je comprends pas, à la fois j'ai oublié mon sac avec des papiers et on m'a vu et j'aurais dû être arrêté. Voilà, c'est en substance ce que raconte Marcus. Les gendarmes français sont informés et ils font le lien avec un témoignage présent dans le dossier depuis longtemps. Ça va là encore être un élément assez décisif de cette enquête, parce qu'en fait, très vite, un agriculteur de la région, qui habite près de Guérande, s'est manifesté en expliquant qu'il avait aperçu un homme emprunter une petite allée et se garer près d'un étang. Et donc il est allé voir sur place avec son tracteur de quoi il était question, et qu'il avait vu donc cet homme assez grand, la voiture avec le coffre ouvert, la voiture garée le nez vers l'étang, et l'agriculteur explique que quand il est arrivé à ce moment-là, qu'il a éclairci la scène avec les phares de son tracteur, l'homme calmement est revenu à sa voiture, a fermé le coffre et il est reparti en voiture et il a repris ce petit chemin et a poursuivi sa route. L'homme en noir, Martinet, raconte à Marcus à peu près la même scène. Oui, c'est ça. Il raconte une scène quasiment similaire en disant il y a quelqu'un qui m'a vu à ce moment-là et je comprends pas pourquoi j'ai pas été arrêté. Il dit même qu'il a été frappé par le regard de l'agriculteur. Oui, il dit qu'il a été en gros percé à nu par cet homme qui l'a surpris, alors que sans doute, peut-être, on imagine, il allait se débarrasser de la dépouille de Jonathan. Évidemment, c'est ce qu'on imagine. Et donc, il dit, mais je comprends pas que ce témoignage-là n'ait jamais été exploité, que cet homme-là n'ait pas été entendu, même. Il pense qu'il n'a pas été entendu. L'agriculteur n'a pas reconnu Martinet sur la photo que les gendarmes lui présentent, mais il est certain d'avoir été face au tueur ce jour-là. Oui, il en est convaincu, évidemment...
par la scène décrite qui est plus que troublante, d'un homme seul en pleine nuit, garé près d'un étang avec un coffre ouvert. Et quand on sait ce qui est arrivé à Jonathan, forcément, ça fait écho. Alors, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites pour essayer de dater précisément la date à laquelle s'est passée cette scène, parce qu'évidemment, il n'a pas le souvenir très précis. Il y a eu des recherches sur la météo. On pense qu'il est à peu près 22h, il dit qu'il pleuvait pas, alors on a essayé de savoir quel jour ça pouvait être. Son fils a été entendu. Voilà, on n'a jamais su la date exacte. Mais en tout cas, l'agriculteur est formel et il situe cette scène entre le kidnapping de Jonathan et la découverte de son corps à Guérande. Donc évidemment, dans une période charnière et cruciale de l'enquête. Et il y a un détail qui conforte ce que dit Marcus à propos de Martine Ney. De ce que dit Marcus, Martine Ney se serait étonné de ne pas avoir été arrêté, et notamment parce que il avait été surpris par cet homme et son chien, voilà, et qu'il y avait un chien. Il décrit un chien lors de cette scène-là. Or, l'agriculteur, quand il témoigne auprès des gendarmes, il dit que son chien, son berger allemand, a suivi son tracteur et était là au moment de cette scène où il voit cet homme avec le coffre ouvert et une voiture avec des plaques allemandes. Et ça, ce détail du chien, là encore, ça donne énormément de poids aux révélations de Marcus sur Martine Ney. Marcus raconte aussi que Martine Ney tenait un journal virtuel, numérique de ses crimes. Oui, il explique qu'il collectionnait des éléments qu'il rattachait à ses victimes. Dans son ordinateur, on a trouvé énormément d'images pédopornographiques, plus de 30 000. Et ce qui est plus troublant, c'est que les enquêteurs ont découvert qu'il participait à un forum internet à l'époque, et sous différents alias il intervenait, et sous un de ces alias il intervient justement entre le kidnapping de Jonathan et la découverte de son corps, et il dit il faut s'intéresser à l'homme en noir, il a encore frappé, et il y a un lien vers un reportage télévisé sur la disparition de Jonathan. Donc évidemment c'est extrêmement troublant. Timothée Boutry, Martine Ney, qui est donc détenu en Allemagne, a été remis aux autorités françaises récemment, le 21 janvier. Oui, enfin, si je puis dire, il aura fallu 10 ans entre son arrestation et sa remise aux autorités françaises. Alors c'est notamment dû à Martine Ney lui-même, puisqu'il a refusé à plusieurs reprises de rencontrer les enquêteurs et les juges d'instruction. Il s'est opposé à sa remise aux autorités françaises et finalement, toutes les voies de recours ont été épuisées. Il a finalement enfin été remis à la France et présenté aux juges d'instruction. Et le 25 janvier, à Nantes, il a été mis en examen pour le meurtre de Jonathan Coulon. Il est en France pour 8 mois. Que peut-il se passer pendant cette période ? Il va être convoqué à plusieurs reprises par le magistrat instructeur. Il va être confronté aux différents éléments du dossier, évidemment aux déclarations de Marcus, aux déclarations de cet agriculteur. On va refaire son parcours criminel. Il va y avoir une expertise qui va être ordonnée puisque c'est obligatoire dans le cadre d'une instruction criminelle. Donc vraiment, on va travailler, si je puis dire, ce suspect et le confronter aux éléments du dossier. Et évidemment, espérer qu'il raconte des choses sur cet épisode qu'il nie farouchement. Quel est l'espoir de la famille de Jonathan aujourd'hui ? Alors l'espoir, c'est de connaître évidemment la vérité. Alors je me suis entretenu avec la sœur de Jonathan, elle est convaincue de la culpabilité de Martine Ney. Alors ce sera évidemment à une cour d'assises, si jamais elle était mise en accusation, de se prononcer. Mais évidemment, ce que la famille de Jonathan attend avant tout, c'est des explications, un procès aux assises qui permettent de connaître la vérité sur la mort de Jonathan. J'ai besoin de savoir la vérité, même si ça fait mal, j'en ai besoin. Et savoir si mon fils a souffert surtout. Parce qu'il est avec moi, et il restera toujours avec moi. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Mathias Pengili, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.